Donc on passe aux questions. Oui. Il y en avait plein tout à l'heure des interventions. Oui, moi je veux bien commencer, c'est plutôt la première question qui est la plus difficile. Donc on a bien compris que la boîte noire, en fait, personne ne pouvait l'ouvrir. À l'intérieur de cette boîte noire, il pouvait se passer tout un tas de choses qui nous échappaient totalement. Alors moi, la question que je me pose, c'est de savoir si vous avez évoqué les hackers à un moment. Est-ce qu'à distance, comme ça, des hackers, est-ce qu'à distance, des hackers pouvaient intervenir sur le système lui-même et modifier peut-être à des fins politiques le résultat d'un Donc scrutin. plutôt sur les machines à voter pour le coup. Sur les machines à voter c'est pas du tout pareil sur les machines à voter ou sur du vote par Internet. Et sur un vote par Internet, ça paraît moins facile à... Non, c'est plus facile. C'est plus facile à gérer, ouais. C'est plus difficile de sécuriser un vote par Internet puisque il y a une partie du système qui est hors de contrôle, qui est disséminée chez les gens, qui abrite des virus, etc. Les machines à voter qui sont détenues par une mairie, on peut espérer qu'elles soient à l'abri, etc. Mais, comme je l'expliquais, il y a le maire qui reçoit les machines, n'a aucun moyen de savoir si c'est les bonnes machines. Il y a des scellés, mais finalement il y a eu plusieurs cas que j'ai trouvés sur les procès-verbaux de bureau de vote. Les scellés ont été cassés et on a continué à voter avec la machine. Donc il y a eu des démonstrations de hacking qui ont été faites en Hollande d'ailleurs. C'était des machines à voter NEDA qui sont majoritairement utilisées en France et qui étaient utilisées en Hollande, qui sont de fabrication hollandaise. Donc il y a eu des démonstrations de hacking en Hollande. Alors maintenant, il faut quand même pouvoir accéder à la machine. Mais d'un autre côté, le logiciel n'est pas plus contrôlé que ça. C'est-à-dire, si jamais il y avait la mise en place d'un procédé frauduleux dans la construction du logiciel, ben, voilà, ça voudrait dire que toutes les machines sont potentiellement fraudées. Alors après, ça peut être une fraude qui se déclenche parce que j'appuie 4 fois sur le bouton 1, une fois sur le 2, 4 fois sur une petite combinaison pour déclencher quelque chose. Mais après, il y a aussi les bugs. Hein. Moi, je pense que les bugs suffisent. Hein. Il n'y a pas besoin d'être parano avec la fraude. En tout cas, on ne peut pas sécuriser complètement, c'est sûr. Et donc, d'après ce que vous dites, l'avenir de la démocratie, ça reste l'urne transparente, en fait, quoi, non? Ben, c'est un cas d'école qui est vraiment intéressant parce que c'est un problème qui est résistant au numérique. Quoi. À cause de, en fait, c'est dès qu'on a la dématérialisation et le secret du vote en même temps, c'est fini. Et quand on regarde toutes les zones d'interaction numérique que l'on a, c'est différent. Si par exemple on achète un truc à sa banque par internet et puis qu'on ne reçoit pas le produit acheté, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne s'est pas bien passé. Ou quand il disparaît 150 €, on dit bah quand même, monsieur le banquier, 150 €, enfin voilà, il y a un feedback, alors que là il n'y a pas de feedback en fait. C'est un problème curieux. Pour l'instant, je ne vois pas de remède. Mais... Et vous disiez, ce sera ma dernière question, et vous disiez que bon, il y avait un marché évidemment à prendre, que la France allait plutôt, sinon vers la généralisation, en tout cas vers le développement du vote électronique, alors que vous avez dit au début qu'un certain nombre de pays y avaient renoncé. Donc finalement, est-ce que la France a une stratégie un peu à contre-temps ou... C'est plus compliqué que ça. Alors sur les machines à voter, il y avait clairement l'idée que ça allait se généraliser rapidement. Et puis, Madame Marie, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, a fait un groupe de travail et a décidé d'un moratoire. Moratoire qui est toujours en cours. Alors, moi j'ai été auditionnée 2 fois par le Sénat. La deuxième fois que j'ai été auditionnée par le Sénat, c'était au mois de janvier 2018. J'ai dénoncé ce rapport parce que ce que j'ai apporté comme information ne figure pas dans le rapport du Sénat. C'est-à-dire le rapport du Sénat a trié les informations. Donc on voit bien que ces sénateurs, ils ont envie que le vote électronique se développe. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils sont pour que les machines à voter se développent, bien qu'il n'y ait aucune avancée qui puisse justifier cela. Maintenant, sur le vote par Internet, c'est différent, parce que c'est le vote par Internet dans les élections professionnelles. Alors, Macron a quand même dit on n'est plus la France si on ne sait pas faire du vote électronique. Aussi, on voit bien que Macron, il est dans la croyance qu'on peut le faire, et que sur les lois de travail, il a favorisé le vote électronique. Donc il
disons qu'il y a des tensions, dans un sens et dans l'autre. Ça tire un U et un dia depuis une douzaine d'années. C'est compliqué de savoir dans quel sens ça va aller. Et on peut imaginer qu'il y a un lobbying exercé auprès Bien sûr. des parlementaires pour... Bien sûr, je l'imagine bien. Ça y est, c'était ta troisième et dernière question. J'allais poser la même que la deuxième, donc c'est déjà fait, j'ai la réponse. Vous avez présenté le vote électronique comme... Vous avez dit qu'on présente le vote électronique comme quelque chose de très sécurisé. Et c'est un des arguments qui fait qu'on veut le développer. Il y a un autre aspect, on va avoir des élections européennes bientôt, il y a un taux de participation qui est annoncé qui est quasiment nul. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que vous avez des chiffres qui disent qu'effectivement, un autre argument de vente du vote électronique, c'est que la participation est meilleure? Est-ce qu'il y a des chiffres sur la participation entre les 1,3 million d'électeurs qui seront appelés à voter de manière électronique et les autres, quoi? Alors, sur les machines à voter en France, le taux de participation reste quasiment stable. On ne voit pas de variation selon que les gens votent papier ou votent électronique. En Suisse, où les gens ont le choix entre 3 modes de vote. Donc soit ils votent à l'urne, soit ils votent par correspondance papier, soit ils votent par Internet. Ce qui a été constaté, c'est que ça n'a pas non plus fait monter les taux de participation. Et ceux qui votent par Internet, c'est ceux qui votaient déjà, en fait. Et puis, il y a aussi eu un retrait dans le sens où, finalement, voter par correspondance, ça s'avère à l'usage plus simple que voter par Internet. Maintenant, c'est reconnu, c'est-à-dire ça commence à se dire, moi je l'ai entendu au ministère de l'Éducation nationale il y a quelques années, ils savent que le vote par Internet ne va pas faire monter les taux de participation. Et d'ailleurs, on a des taux de participation autour de 10% aux élections professionnelles dans l'éducation nationale. Donc, non, ça ne fait pas monter le taux de participation, et il y avait aussi un espoir du côté des politiques que ça allait favoriser le vote des jeunes. Et ça non plus, ça ne marche pas. J'ai lu récemment que les Suisses avaient fait tester leur système par les hackers et que les hackers, évidemment, sont rentrés dedans sans problème. Chaque fois qu'il y a eu des tests de hacking, il y a eu des succès des pirates. Sauf que généralement, par exemple, ça avait été fait par l'Université de Washington il y a quelques années. Il y a une équipe qui a réussi à hacker le système en 24 heures. Je crois que c'était un système qui devait être utilisé pour le vote des militaires qui sont sur les territoires de guerre en plus. Et donc en 24 heures, ils ont hacké le système, et les Américains ont eu l'honnêteté de dire donc nous ne déployons pas le système de vote par Internet. Alors maintenant, ces pauvres militaires américains, ils votent par courrier électronique, ce qui n'est probablement pas beaucoup mieux. Une autre question. Est-ce que vous êtes arrivé d'interviewer des gens qui votent, par exemple les gens d'Orvaux? Est-ce qu'ils apprécient? Parce que moi, le jour où à la chapelle on me dira de voter électronique, je pense que je n'irai pas voter, enfin, je n'ai pas envie d'aller voter. Alors, en 2007, moi j'ai réussi à faire nommer 2 fois, c'était vraiment difficile, parce que figurez-vous qu'en France, le statut de scrutateur, d'observateur, n'existe pas. Il n'y a pas y compris pour les observateurs internationaux. Le président du bureau de vote fait la police du bureau, et s'il veut vous faire sortir, vous sortez. Même si vous êtes mandaté par l'ONU ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de statut légal d'observateur des élections en France. Donc la seule manière d'observer ce qui se passe dans un bureau de vote sans se faire jeter dehors, c'est d'être, je crois que ça s'appelle délégué d'un parti politique. Donc j'ai fait appel à l'ensemble des partis politiques, et donc j'ai pu observer à chaque fois le premier tour, parce que ces petits partis qui m'ont nommé, ils n'étaient plus là au deuxième tour. Et donc j'ai passé du temps dans les bureaux de vote. J'ai pu observer des gens qui votaient volontiers à plusieurs derrière la machine à voter. Donc du vote familial, avec les grands-enfants adolescents. Regarde, viens voir comment on fait. J'ai pu observer aussi, et ça j'en ai un souvenir très vif, c'était à Couéron, il y avait un monsieur que j'imagine, je ne sais pas, 40-45 ans, j'imaginais bien garagiste, ou je ne sais pas, il fait peut-être probablement tout à autre chose, mais bon, quelqu'un qui est bien dans sa vie, vous voyez. Et puis, il y avait la queue, il y avait une queue de gens qui attendaient,
Et puis, appuyez sur le bouton de confirmation, monsieur, puis ça durait, il n'y avait pas, trouvait pas le bouton. Finalement, sa femme excédée est passée derrière la machine à voter, a appuyé sur le bouton, et puis il est parti, il est sorti de là, il était rouge de honte, ce pauvre monsieur. Rouge de honte d'avoir pris... Parce que voter, c'est un truc qui symbolise le fait d'être adulte, enfin le fait d'être un citoyen, et en fait, on peut se trouver un peu démuni devant une machine à voter. Alors, il y a quelque chose que j'ai observé sur toutes les élections, sauf la présidentielle 2019, je ne sais pas pourquoi, c'est une augmentation du taux de vote blanc. Il y a à peu près 2 fois plus de vote blanc quand il y a des machines à voter que quand on vote papier. Il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse, ça peut être qu'il y a des gens qui ont peur de se tromper, et donc ils préfèrent voter blanc plutôt que voter pour un parti pour lequel ils ne veulent pas du tout voter. Alors là, ça va être assez rigolo. Donc pour les européennes, il y a 29 listes. 34. Encore mieux. Donc sur les machines à voter, les dates qui sont les plus répandues en France, ils vont réduire les bulletins de vote. Donc on sait, c'est déjà anticipé que ça va être illisible. Donc la communication des partis s'adapte et elle dit « Ah, pour voter machin, appuyez sur le bouton numéro 7 ». Et donc il y a des gens qui votent blanc. Alors il y a peut-être aussi des gens qui votent blanc parce qu'ils ont peur pour leur anonymat, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il s'est passé ça. J'habite Orgo, donc ça tombe bien. Je connais pas mal le système, parce que j'étais dans le bureau pour vérifier le fonctionnement, oui, officiellement vérifier le fonctionnement, et c'était assez comique, parce que pour vérifier le fonctionnement, on appuie sur un bouton test, on fait un essai avec chaque candidat, on vérifie que chaque candidat a bien reçu un vote, puis après on passe au mode normal. Et tout le monde est satisfait en se disant on a bien vérifié, puisque dans le mode test, on obtient bien ce qu'on avait vu. Sauf que le mode test est un mode test, et puis le mode normal, il peut être différent. Et j'ai eu toutes les peines du monde à expliquer ça, et on m'a pris en ridicule en fait, en disant c'est un liberté. Voilà. Après, je rebondis sur ce qui vient d'être dit sur le fait que les bulletins soient plus petits. Ça risque d'être effectivement un problème, simplement pour trouver le bon candidat, mais ça va être augmenté par le fait qu'il y a 34 listes, et que sur les panneaux à l'extérieur, c'est pas forcément les candidats sur les bons numéros. Normalement, ils sont dans le même ordre. Normalement, mais comme il y en a 34, et que souvent c'est recto verso sur les panneaux, et ben les entreprises, parce que c'est une entreprise qui fait ça, qui a collé les affiches, quand il y en a 34 et qu'il y a 2 côtés, ils ne s'embêtent pas, ils mettent sur les panneaux d'un côté, et du coup, il y a des gens qui sont 30e position, 35e, enfin 29e position, et qui se retrouvent 15, 17, enfin... Alors oui, il faut que je Ça complète... risque d'être un vrai problème pour ces élections-là particulièrement, effectivement. Je te coupe parce que je vais compléter ma réponse aussi. Légalement, quand il y a des machines à voter en France, les électeurs reçoivent la propagande électorale, mais pas les bulletins de vote. Or, pour les scrutins de liste, notamment pour les municipales, les membres de la liste qui vont constituer le conseil municipal, ils sont sur les bulletins de vote et pas sur la profession de foi. Donc on en arrive à cette situation assez ubuesque où finalement les gens vont voter mais ils n'ont pas eu les noms des candidats. Donc devant cette situation, le ministère va dire ah bah oui quand même les gens sont pas contents. Donc il est obligatoire dans chacun des bureaux de vote d'afficher d'avoir disponible pour les électeurs 2 exemplaires de chaque bulletin. Mais c'est délicat d'aller chercher son beau-frère sur toutes les listes devant tout le monde. Enfin, vous voyez, c'est pas pareil que de regarder tranquillement buvant un café dans sa cuisine. Donc voilà, on est dans des situations assez ubuesques. Je voulais juste rajouter une expérience que j'avais. Je vais mettre un bémol par rapport aux personnes qui vont derrière l'isoloir. Ça peut se produire aussi avec un isoloir classique. Tout à fait. Et moi, l'expérience que j'ai, c'est que les personnes, dans mon bureau, la personne qui tenait le bureau avait bien donné comme consigne que la personne ne devait pas circuler ni avec un enfant ni avec une autre personne derrière. Et c'était assez respecté. Alors effectivement, parfois il peut arriver que quelqu'un de malade ou Alzheimer par exemple, ou des problématiques comme ça, on tolère que à la demande de cette personne-là, elle soit accompagnée de manière exceptionnelle.
qu'effectivement, il y a des situations, comme vous avez dit, des situations humaines qui nécessitent de déroger un peu, mais c'était vraiment fait au compte-gouttes, et quand il n'y avait pas d'autres possibilités, et à la demande de la personne concernée. Alors, c'est un droit qui est reconnu dans le code électoral, de se faire aider par la personne de son choix. Quand j'avais fait la tournée des bureaux de vote, donc j'avais été à Orvaux et puis à Couéron, c'était très très différent d'un bureau de vote à l'autre. Franchement, j'étais reçue très différemment. Il a tenu les bureaux de vote. Il y a des endroits où il y avait plein de gens devant l'intérieur d'une machine à voter ensemble. Ça ne gênait pas du tout, au contraire. Oh, ils vont voir comment c'est bien. Puis il y a d'autres où on tenait mieux, où j'étais même bien reçue. Enfin, donc c'est vraiment, ça dépend vraiment du président du bureau de vote. Je voudrais juste, pas monopoliser la parole, mais une question. Quelle serait votre préconisation pour une entreprise qui serait sur beaucoup de sites en France et qui voudrait organiser des élections professionnelles de la manière la plus adaptée? Alors elle doit organiser des élections professionnelles, elle n'a pas le choix. Alors, si possible, évidemment, organiser des bureaux de vote là où c'est possible, quand il y a des sites sur lesquels les gens peuvent voter. Ensuite, le vote par correspondance, c'est pas très transparent, parce que quand le bulletin il voyage, on a vu des facteurs, par exemple, qui mettaient de côté des bulletins, des choses comme ça, c'est déjà vu. Mais bon, le vote par Internet, c'est pire. Donc plutôt faire du vote par correspondance, mais maintenant, moi, je suis toujours un peu choquée de la manière dont tout cela s'organise. On peut faire mieux. On peut faire, les votes, par exemple, moi, ma banque, elle a un exemplaire de ma signature pour les chèques. Je ne comprends pas pourquoi quand on embauche quelqu'un, quand on fait un contrat à quelqu'un, on a sa signature, on devrait pouvoir, au hasard, quand on dépouille les votes par correspondance, pouvoir contrôler que c'est bien la bonne signature sur le bulletin. Ce serait quand même un minimum. Si on le fait pour les chèques, on peut bien le faire de temps en temps pour les élections. Donc on pourrait faire un tout petit peu mieux les élections par correspondance, mais on ne peut pas faire quelque chose de très très long. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de bonne solution, à ma connaissance. Le vote par Internet, c'est pire. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une erreur qui touche 100% des bulletins de vote. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Alors il y a eu un cas de fraude, il n'y a pas très longtemps, au Canada. Alors ce qui a été fraudé, et c'est assez surveillé, c'est la distribution des logins mots de passe. Donc on a fait adhérer des gens à un parti, donc du coup ils devaient recevoir des identifiants mots de passe pour pouvoir voter, et au niveau du parti, au niveau plus élevé du parti, on se faisait garder. Et tiens, ils ont constaté qu'ils avaient voté, alors qu'en fait, ils n'ont jamais rien reçu pour voter, quoi. Et donc là, alors pour le coup, ça s'est vu, parce que, alors il y a eu un journaliste qui a été poussé, mais je ne sais pas si les élections ont été annulées ou pas. Écoute, la signature, Chantal, les chèques ne sont pas vérifiés non plus. Il y en a des fois, enfin en tout cas, on ne se donne aucun moyen de le faire. Non, mais je pense que... C'est pareil pour les votes. Oui, je pense que c'est illusoire aussi. On a évoqué ce soir pour le vote électronique et le vote traditionnel, mais je voudrais faire une petite remarque aussi, ou une remarque importante, pour les votes par procuration. Des fois, on décide de faire venir une personne de confiance, et on n'est jamais sûr si vraiment la personne a voté le bulletin de vote qu'on avait décidé qu'elle trace. C'est pour ça d'ailleurs que le nombre de procurations est limité à 2 par personne. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait une comparaison. On dit finalement, une machine à voter, c'est un vote par procuration, sauf que la machine à voter, elle reçoit toutes les procurations. Et c'est une bonne image. On doit faire confiance à la machine à voter pour qu'elle retranscrive notre choix à l'identique, mais on ne peut pas en être sûr. Donc finalement, c'est une forme de vote par procuration généralisée. Ouais, que le Sénat et les collectivités locales poussent, je dirais, aux machines à voter, c'est tout naturel, parce que trouver des assesseurs aujourd'hui, c'est pas du tout évident. Actuellement, à la Chapelle-sur-Erdre, si c'était par réserve au parti, ça serait bien. La Chapelle-sur-Erdre, il y a des difficultés. Là où il y avait 50 personnes disponibles, on a posé la question à 6 pour une quinzaine de bureaux de vote. Alors ça ne va pas être évident de mettre des assesseurs partout. À propos de signature, il y a la signature numérique. Maintenant, en matière de vote standard, ici ou là, il y a des difficultés. Le dernier bureau de vote où je suis allé,
il y avait une telle affluence à certains moments que les électeurs ne passaient pas dans les isoloirs. Et puis il y a le principe aussi que l'électeur, quand il entre dans la salle de vote, il prend son enveloppe. Paraît-il que c'est dans le code électoral, personne n'a le droit de la manipuler. Or, un électeur peut très bien prendre 2 enveloppes. Attends, non. On lui donne l'enveloppe. Ah non, non, non. On ne le verra pas. Alors non. Si elles sont superposées, on ne le verra pas. Non, on lui donne une enveloppe et Non, c'est l'électeur non. lui-même. Bah, j'ai pas d'électorat, on va regarder. Ah bah ça a été relu. On n'a plus le droit de toucher à l'enveloppe. La personne qui est à l'accueil n'a plus le droit de manipuler l'enveloppe. Je vous écoute. Voilà. Bon. Alors, c'est ce qui s'est pratiqué. Et le risque, effectivement, c'est qu'il y ait peut-être 2 enveloppes ou de glisser dans l'urne. Alors, maintenant, il faudrait revoir. Bon, ces machines à voter sont connectées à Internet ou pas? Non. Ah, heureusement. Ils sont transmis comment le vote? Ça évite les risques. C'est transmis comment le vote, ouais. Il y a des procès-verbaux qui sont remplis. Ah, ça marche par procès-verbal. Oui. Ouais, heureusement qu'elles ne sont pas connectées. Parce que Poutine y mettrait du sien. Maintenant, bon, tout programme informatique, eh ben, il y a des bugs. Il y a même dans des choses très sérieuses, on l'a vu sur les Boeing 737, Prends lui-même une on enveloppe. tout à fait. enclenche le pilote automatique et l'avion comprend qu'il faut retourner à terre. Bon, c'était peut-être des lignes de programme facétieuses, je ne sais pas, mais bon, il y avait un sérieux bug non résolu à ce jour apparemment. Donc les bugs, c'est la norme en matière d'informatique et puis Non, c'est pas la norme. comme en mécanique, et ça cafouille, ça route, les moteurs routent, tout ça. Il n'y a rien de parfait en ce monde. Et plus il y a de lignes de programme, plus il y a des risques de bugs ou d'erreurs. Non? Je sais pas, je sais pas ce que vous attendez de moi en fait. Mais je vous expose simplement. Ben, je vous pose écoute. pas de questions. Voilà, donc- Si la seule question que j'ai posée, c'était est-ce que ces machines sont connectées à Internet? Donc la réponse La est non. réponse est non. Voilà. Et ben voilà, ça me va. Non, aujourd'hui. Alors, j'ai constaté quand même, à force de lire des remarques dans les procès-verbaux des bureaux de vote, je sais comment ça marche un peu pour voter 2 fois sur une machine à voter. Alors, donc il y a un membre du bureau de vote qui ouvre l'urne, on dit ouvrir l'urne, alors d'ailleurs c'est un bouton qui n'a pas d'épaisseur. Autrement dit, il n'y a que celui qui l'a dans les mains qui sait ce qu'il fait. Les assesseurs ne peuvent pas savoir ce qu'il fait. Ça c'est quand même intéressant. On ne sait pas s'il est enfoncé ou pas. Exactement. On ne peut pas savoir ce qu'il fait. Et ce petit détail est important. Alors, pour ceux qui ont déjà tenu un bureau de vote, c'est assez fatigant. C'est-à-dire quand on arrive au bout de la journée, on est quand même assez crevé. Et là, les machines, en fait, à chaque fois, elles font bip. Et des fois, il y a 2-3 machines dans la même salle. Donc ça fait bip, et c'est censé être ce bip qui fait qu'on sait que la personne a voté une seule fois. Donc comment ça marche? On va derrière la machine à voter, on vote. Monsieur le Président, la machine n'était pas ouverte. Comment le président pourrait dire mais si vous venez de voter, j'en suis sûr. Eux qui sont un peu fatigués, qui parlaient avec son assesseur ou qui disent bonjour à quelqu'un, ben voilà, on peut revoter 2 fois. Alors d'ailleurs, on constate toujours que quand il y a des différences entre vote et margement, pour 1/3 des bureaux, il y a moins de votes que d'émargement, et pour 2 tiers des bureaux, il y a plus de votes que d'émargement. Pareil pour le papier et le vote électronique, ça c'est rigolo. Ah non. Mais je peux vous dire, les bureaux de vote où je suis allé, c'était au bulletin près. Oui, Par mais rapport c'est au pas risque toujours le des vous n'êtes marges. pas dans tous les bureaux de vote malheureusement. Ben oui, mais on n'est pas encore tout bien. Donc il y a des bureaux de vote où c'est moins bien tenu. Alors il faut moi généraliser. Non, je ne généralise pas, c'est en moyenne dans les bureaux de vote. En moyenne. Ouais, mais les moyennes. Ouais, les moyennes. Mais si ça se pratique pas. J'avais une question, moi, c'était, enfin j'en avais 2 éventuellement. Une question, c'est il y a des endroits et des pays qui votaient avec le système électronique et qui sont passés au vote classique. Sur quelle base ils sont passés, ils sont revenus, j'allais dire, ils sont revenus en arrière ou ils sont revenus en avant? Oui. Alors en Allemagne, il y avait des expériences avec les machines à voter NEDAP, et c'est la Cour constitutionnelle de Karlsruhe
qui a décidé qu'il fallait arrêter ça. Et j'ai pas... Vous savez, il faudrait que j'ai une traduction de très très haute qualité pour connaître, pour bien comprendre ce qu'ils ont écrit. Donc malheureusement, je ne peux pas vous expliquer ce qu'il y a dans cet arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, mais c'est un papier qu'on peut trouver et sur lequel il faudrait travailler à nouveau. En Hollande, ça a été fait assez brutalement. Du jour au lendemain, la ministre de l'Intérieur qui a organisé les élections a dit « nous arrêtons ». Point. Il a dû se passer quelque chose. Ce n'est pas public. La question c'est pourquoi. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Donc je ne peux pas, je ne sais pas. Et j'avais une dernière question, enfin mon autre question c'était est-ce que vous avez des idées pour que le vote électronique ce soit moins pire? Évidemment, j'y réfléchis depuis longtemps et pour l'instant, je ne sais pas. C'est un problème extrêmement résistant. Et je trouve ça très intéressant en tant qu'informaticienne d'avoir un problème où on voit les limites, ce qu'on ne peut pas faire en fait, et d'avoir identifié pourquoi. C'est-à-dire le fait d'avoir la dématérialisation et l'anonymat en même temps. Je ne voulais pas dire qu'on répond parfaitement à toutes les exigences que vous avez listées, mais que par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui, que ce soit moins pire. Non, non, j'ai vraiment pas... Au début, j'ai cru aussi que l'idée du vote vérifiable, c'était bien, puis après analyse, non. Et j'ai cherché, évidemment, j'imagine, moi je suis ingénieur en informatique de formation, donc j'ai tendance à imaginer des engins numériques qui pourraient faire des choses, mais non, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas d'idée. Je pense qu'il faudra faire un saut dans quelque chose de complètement différent. Peut-être à base optique ou je ne sais pas, mais là ça passe pas, quoi. Je ne sais pas. La télépathie. À propos d'enveloppe, c'est marqué derrière. Oui, c'est... Oui, c'est pour ça, j'ai vérifié, tout à fait. Tout à fait. Il y a par exemple, quand on vote, c'est intéressant, il y a un autre article après où c'est l'électeur qui met lui-même son bulletin dans l'urne. Par contre, quand il y a une machine à voter, il fait enregistrer son vote par la machine. L'acteur et la machine. Bref. Des petites détails. Non, j'ai simplement le micro pour celle qui voudrait le prendre, de poser une question. Il y a combien de communes qui se sont équipées de machines à voter? Alors au plus fort, c'est-à-dire en 2007, il y en avait 82. Il y en a très très vite qui ont arrêté tout de suite parce que ça s'est pas bien passé. 82 sur 36 000 communes en France. Oui, mais il y a plus petite. Hein. Oui. Maintenant, on en est à 63 ou 4, je ne sais plus. Quand même plus d'1 million de personnes. Dont la commune de Monsieur le Premier ministre, Le Havre, qui est la plus grosse commune en France qui fait du vote électronique. Donc, ce qui explique aussi, voilà, M. Macron, il est convaincu que la France ne s'appelle plus la France si on ne peut pas faire du vote électronique. Juste une question, pourquoi, sur quels critères, parce que là ça s'est passé en France, les communes qui ont arrêté de mettre des machines à voter? Parce qu'il y avait trop de... Quels étaient les types? Alors il y a plusieurs raisons. Il y en a, il y a eu des queues très très importantes. Il y a eu des files d'attente très importantes, il y en a qui s'en souviennent peut-être. Ensuite, il y avait des endroits comme à Reims où ils ont mis plusieurs machines à voter dans le même bureau de vote. Et le Conseil constitutionnel a dit une machine à voter, c'est une urne. Or, il ne peut y avoir qu'une urne dans un bureau de vote. Après, il y a des... suivant les changements de majorité, il y avait Colombes par exemple. Colombes, ils ont arrêté, et puis l'ancienne maire est revenue maire, elle a remis les machines à voter. Et alors c'est intéressant parce que les différents votes émargements avaient baissé, peuvent se remonter, quoi. Donc c'est intéressant, c'est les mêmes électeurs. Donc on voit bien que c'est... Enfin, il se passe un truc, je sais pas quoi, ça m'intrigue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus, c'est un peu vieux. J'ai fait un mémoire sur la controverse du vote électronique, mais il fait 200 pages, je crois. Mais c'est un peu vieux. Je crois que c'est les deux seules raisons qui me viennent. C'est cher aussi un peu. Il y en a qui louaient des machines, et puis parce que quand on vous donne le prix, on vous donne le prix tout sec. Après, il y a de l'entretien,
Il n'y a pas les boîtiers pour les non-voyants, il n'y a pas les trucs pour les non-voyants, c'est pas bien fait en plus. C'est un argument de vente, mais c'est pas bien fait. Donc en fait, il y a des coûts supplémentaires. Vous expliquez qu'on n'aura pas le droit d'avoir deux appareils de vote électronique dans une salle. Nous, à la Chapelle-sur-Erdre, on a des difficultés de trouver des bureaux de vote. On a une salle qui s'appelle Jean Jaurès où on se trouve avec 2 ou 3 urnes dans la même salle. Oui, mais non, il y a 3 bureaux de vote dans la même salle, c'est pas pareil. Alors que là, ils avaient plusieurs machines à voter au même endroit. Alors, ah oui, aussi, tout à l'heure, j'ai entendu dire on ne trouve pas d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Alors ça, je l'entends souvent. Mais quand on regarde vraiment, on finit par trouver. L'OSCE, quand elle fait sa visite en France, elle dit qu'il y avait du monde partout pour tenir les bureaux. Ouais, mais ce ne sera pas le cas prochainement. Il faut faire des campagnes pour trouver du monde. Enfin, je parle de la Chapelle-sur-Erdre. Oui, faut peut-être faire un petit peu plus de... Alors à Nantes, je sais par exemple que tous les gens qui ont 18 ans dans l'année, il y a un courrier qui leur est envoyé, et je crois même qu'on leur propose d'être président de bureau de vote. Ah oui. Ouais, il y a un truc énorme qui est fait à Nantes. Ils ont un service assez dynamique. Et après, à l'issue du scrutin, ils payent un repas à tout le monde. Ils font quoi? Probablement. Ah non, ils savent plus. Oui, tout à fait, ouais. Est-ce que vous savez si la commune de Levallois-Perret a voté pour le vote? Non, il n'y avait pas de... On a Courbevoie, il y a Brest. Il y a quand même plus de la moitié du département qui vote électronique. Ouais. Et est-ce que Balkany est encore inscrit sur les listes? Donc non, Balkany a été élu dans les urnes. Il va bientôt être... Une question un petit peu technique sur un système de vote par Internet qui s'appelle Balotino, qui propose après le vote, il envoie, avant le vote, il envoie un code à chaque votant. Et à la fin, on a la possibilité de publier la liste de tous les votes. Au lieu de marquer personne en face, on a le code. L'intérêt que j'y vois, c'est que chacun peut vérifier que son vote a été pris en compte dans le calcul total. Et on peut compter du coup le total. Il y a plein d'inconvénients, mais je voulais savoir ce que vous pensiez de ce système-là. Et si l'un des chacun voit que c'est pas le bon numéro, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, oui, c'est la limite du truc, mais voilà. en termes de... C'est le même modèle que j'ai présenté tout à l'heure. Non, mais sauf que là, ce que je trouve comme un avantage, c'est qu'en termes de confiance, alors ça n'a pas de preuve légale, mais en termes de confiance, on a voté X, on trouve X sur la liste. Moi, je veux, par exemple, être malfaisante et ruiner la confiance avec quelques amis. Je fais savoir que ce n'était pas le bon code. Donc c'était le bon, peut-être. Ah oui, non, mais c'est précisément la limite que je parlais, mais quand je parle de confiance, je ne parle pas de malveillance, je parle de réelle confiance. Le fait de regarder que dans la liste, ce qu'on a pris en considération, enfin ce qu'on a voté, est bien pris en considération pour le vote. Après, je suis d'accord qu'il n'y a pas de preuve légale, de preuve qu'on peut amener devant un juge. On peut dire qu'on a voté X et dire c'est un scandale, j'ai Y. Ça ne s'empêchera pas. Mais, Voilà. Donc les gens, ils ne vont pas vérifier. Hein. C'est ça qui se passe, en fait. Je ne suis pas d'accord avec... Enfin, j'ai jamais utilisé occasionnellement, je peux vous dire que les gens vérifient. Enfin, pour des décisions dans un cadre avec un petit nombre de personnes, mais les gens vérifient en tout cas, oui. J'ai eu des retours qui m'ont montré que les gens vérifiaient. Alors, c'est pas des élections au niveau national. Comment dire? C'est peut-être pas comparable. S'il y avait des enjeux, et qu'il commençait à y avoir un peu des tensions, et qu'il commençait à y en a qui voulaient, certains qui veulent un peu jouer, on voit bien que tant qu'il n'y a pas de problème, ça marche bien, quoi. Et dès qu'il y a un peu des problèmes, ça ne tient pas, c'est ça la difficulté. Or, dans le monde politique, c'est toujours tendu, les élections, c'est toujours serré. Hein.
Il n'y a pas de vote nul avec les machines à voter. Alors, il y a du vote, on peut voter blanc, il n'y a pas de vote nul, mais dans les hypothèses que j'ai émises sur le fait qu'il y avait une augmentation du vote blanc, pour les informaticiens qui sont là, quand on fait une application informatique un tout petit peu compliquée, il y a la possibilité de remonter des codes d'erreur. Parce qu'il y a des formats qui sont perdus, etc. Il y a des données qui se déprécient, etc. Et donc, une des hypothèses qui fait qu'il y aurait plus de votes blancs, c'est que peut-être que la machine à voter a annulé des votes. Comme tout système électronique, elle doit bien remonter des codes d'erreur. Une hypothèse parmi d'autres, on ne peut vraiment pas savoir ce qui se passe. Mais donc on ne peut pas voter nul. Alors ça c'est intéressant parce que humainement les gens s'en plaignent. Ceux qui voulaient voter pour le pape ou marquer des conneries, ben, ils ne peuvent plus quoi. Et en fait on sent bien que l'être humain, je veux dire, il a envie de s'exprimer pleinement. Voilà, on ne peut plus voter, voilà. On ne peut plus blaguer. Faut pas marcher, machin, t'as con. Exactement. Oui, puisque dans les villes de moins de 2500 habitants, pour les élections municipales, on avait la possibilité, je crois, de biffer, de rayer des noms. D'ailleurs, les machines à voter, les machines à voter ne sont autorisées que dans les villes de plus de 3500 habitants, parce qu'elles ne gèrent pas le panaché. Et des études comparatives de coûts entre le papier et l'électronique? Non, aucune. Donc tous ceux qui disent que c'est moins cher, ils mentent. Alors si, il y en a une qui a été faite en Belgique, et en Belgique c'était 3 fois plus cher le vote électronique par machine à voter que le vote papier. Ça doit être facile à constater, ça. Ah oui, mais personne ne le fait. C'est facile à constater. Vous habitez Orvaux, vous allez faire un petit courrier au maire, et vous allez lui demander les coûts. Non, mais moi, évidemment. Et puis vous allez voir s'il vous répond ou pas. Parce que moi, il ne répond pas. Voilà. Non, mais les élus ont accès au... Ah oui, mais est-ce qu'ils le font? Parce que faire le coût d'un vote papier, c'est pas si simple que ça. Hein. Même le coût du vote papier, il y a le personnel, etc. C'est pas simple. Il y a aussi le coût, alors maintenant, depuis qu'ils se sont rendus compte que quand même c'était pas si simple, il faut un cahier par machine à voter, il faut dire quand elle a été entretenue, quand il est interdit qu'une personne seule rentre dans un local, il faut un local sécurisé, c'est un coût ça aussi. C'est compliqué. On peut ne pas compter tous les coûts en fait. C'est compliqué de faire le coût, c'est comme faire le coût écologique. Parce que souvent il y avait l'argument, ah c'est écologique, il n'y a pas de papier. Il y a de l'électricité, il y a du plastique. C'est compliqué de faire le coût environnemental d'un produit, c'est très compliqué. En tout cas, on ne l'a pas fait, comme ça on ne s'est pas trompé. Le papier, ça se recycle en tout cas. Plus facilement, Par contre, alors, ce qui ressort aussi des bureaux de vote, parce que moi j'aime quand même le contact direct sur le terrain, c'est intéressant. Pour les gens qui pratiquent ça, c'est le... il n'y a plus d'ambiance au dépouillement, il n'y a plus personne au dépouillement d'ailleurs. Parce que, enfin je sais pas, il faut avoir fait des dépouillements un peu tendus, des fois c'est quand même... il se passe des trucs quoi. Là il n'y a plus rien, quoi. On appuie sur un bouton et c'est fini. Et ça c'est un peu triste. Les gens en fait ils se plus la rencontre. C'est la machine. Et donc ce sont des entreprises privées qui confectionnent ces machines. Oui. L'élection est un bien public quand même. Et d'ailleurs, il n'y a aucune entreprise française qui fait des machines à voter. Toutes les machines à voter qui équipent les mairies sont de facture étrangère. Non, mais la question c'est est-ce qu'entre avant l'utilisation, est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait par la puissance publique Il y a un expert, il y a une expertise obligatoire qui rend un rapport que vous ne pouvez pas. D'informaticien du service public? Non, un expert d'une boîte payé par... Donc il y a l'entreprise Air France. Air France veut organiser une élection. Elle contacte un prestataire et elle paye par ailleurs une entreprise tierce qui va faire une expertise. Souvent en fait, le prestataire il va lui dire j'ai l'habitude de travailler avec machin et tout. Bon. Et donc il met à jour son expertise de la dernière fois par exemple. L'expertise ne peut pas durer très longtemps au prix d'un expert. Donc, et l'expertise, on ne peut pas y avoir accès. Si vous demandez à en avoir communication, y compris en tant que candidat, vous n'y aurez pas accès. En revanche, la CNIL peut la demander, mais elle n'est pas communiquée de facto à la CNIL. Voilà. La
clinique peut la demander. Oui. C'est sa vocation de vérifier, elle. Elle vérifie que ce soit... Alors ça, c'est curieux aussi. La CNIL, il y a plusieurs années, a sorti un document qui porte sur la sécurité du vote par Internet, je ne sais plus le titre exact en ligne. Or, la CNIL, sa vocation, c'est le respect du secret. Donc, a priori, la CNIL, ce qu'elle va regarder dans le rapport, c'est uniquement si le secret est respecté. Pas tellement la sincérité du vote, c'est pas son objet. Je suis beaucoup pessimiste. Alors, vous avez mon nom. Ceux qui veulent un peu de littérature là-dessus, j'écris des articles de vulgarisation un peu plus précis aussi. Voilà. T'as vu des trucs sur YouTube, non? Oui, il y a des vieux trucs qui traînent, mais je trouve que l'écrit est toujours beaucoup plus précis que l'oral quand même. C'est toujours la bien fait. À notre époque, il y a plus de gens qui regardent YouTube qu'à lire le papier. Certes, mais c'est plus long de regarder une vidéo que de lire un article. Ah oui, c'est chiant, oui. Quand même. Mais les gens regardent mieux YouTube. Non, mais pour le site du Café Citoyen, Ça dépend quel genre. Certes. Il y a quelques vidéos, mais je ne les ai pas référencées. Mais pour le site du Café Citoyen, ça pourrait peut-être nous intéresser effectivement d'avoir quelques articles qu'on pourrait mettre sur le site. Bah, ce sera des liens. C'est bien des liens? Oui. Bien sûr. Oui, oui, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah, écoutez, on va vous remercier. Merci beaucoup D'avoir venu ici tard. Merci beaucoup. Donc c'était la dernière de la